j'ai toujours été un peu un mouton noir, c'est sûr. Là. Martin n'a jamais fait les choses comme les autres. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents à chaque fois que tu faisais un move? Il était un peu déstabilisé, mais c'était moi. J'ai toujours été jugé, mais ils ont tout été dans l'acceptation. Je vois pas de fin. Tellement de multiples opportunités dans l'immobilier, c'est ça qui me fait triper. Je suis tombé sur ton profil sur Instagram et je t'ai trouvé assez spécial, différent, de la bonne façon, de la bonne manière. J'adore la fameuse quote anglaise « Let the success speak for itself ». Une des problèmes que je vois le plus, autant dans les nouveaux courtiers, si on prend l'exemple de la création de contenu, c'est qu'ils ont peur de commencer parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de contenu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur simplement parce qu'ils cherchent l'expérience. Puis, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'expérience, c'est quelque chose qui va venir, puis qui t'aura toujours, après 15-20 ans. Le premier conseil, ça serait d'aller chercher du coaching. Le deuxième conseil, ça serait... Bonjour tout le monde. Si vous voyez que j'ai le même veston encore, c'est parce qu'on a fait 2 podcasts de suite. Pour la première fois, on a Martin Boucher, courtier immobilier de moins de 2 ans d'expérience. Martin, il est en train de brasser le courtage de domaine avec sa créativité. On l'appelle le courtier tatoué parce qu'il a des tatous un peu partout. Est-ce que c'est tout ton corps au complet, Martin? Pas mal tout mon corps, oui. Est-ce que c'est comme rempli? Il n'y a pas d'espace pour... Non, j'ai encore de l'espace. T'as encore de l'espace? Oh, ouais. Martin, merci d'être là. Merci. Ça fait un petit moment que je te suis. On se parle, t'écoutes déjà mes pods. Je t'ai dit que tu appréciais ce que je faisais. Donc, vraiment, merci. Bien, merci de l'invitation. Merci à toi, Serou. Écoute, oui, je te suis. Je suis tes podcasts. On s'est croisés à quelques reprises dans des événements. Puis pour les petits moments qu'on avait connectés ensemble, j'avais vraiment apprécié l'énergie que tu avais. Puis surtout, comme je t'ai dit tantôt, offline, surtout ton écoute. Puis je te sentais toujours très curieux puis réellement intéressé par les discussions qu'on avait. Fait que c'est une belle valeur. C'est quelque chose de sharp là, chez les gens qui nous entourent. Là, quand on parle à quelqu'un qui nous écoute, c'est un peu ça à la base. Oui, j'apprécie. Puis honnêtement, je ne sais pas d'où j'ai acquis ce talent. Mais je sais que du moment où tu penses que tu sais tout, c'est la journée où tu meurs. Et parce que j'ai tellement de choses à apprendre, et c'est vraiment une question d'expérience. Plus tu vas chercher de l'expérience des autres, plus ça va être facile pour toi d'opérer ton entreprise. Donc, j'ai fait le maximum possible pour avoir une écoute. Puis je pense que tu peux pas commencer un pod sans avoir cette curiosité. Ben oui, c'est sûr. Ça marche pas. C'était comme vraiment le show de la blase. Tu dois sûrement connaître des podcasts où le host, c'est lui qui parle la majorité du temps. Exact. Donc, l'objectif de l'invité, c'est de mais naturellement, chacun prend la place. Puis comme tu l'as dit tantôt, c'est important. Si on reçoit un invité puis on veut qu'il se sente concerné ou pertinemment à sa place, ben c'est ça, on doit écouter. Mais je pense que c'est pas un skills qui se travaille, mais c'est un skills qui s'honore. Tu l'as dit tantôt, on n'arrête pas d'être curieux. Puis si on arrête d'être curieux puis de vouloir apprendre, je pense que c'est la fin de l'apprentissage, c'est la fin de l'évolution surtout. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très intuitif, qui est très naturel, puis qui doit le rester. Ce que j'aime de toi, Martin, là, ce que je te l'ai dit la première fois, c'est que le gars est tellement articulé, il y a tellement de mots sophistiqués que je comprends pas du tout de temps en temps. Mais tu m'arrêtes, hein, si je dis quelque chose qui fait pas de sens. Je vais t'arrêter. Écoute, une des choses que je veux tellement faire, c'est d'approfondir mon vocabulaire. Parce que plus de vocabulaire que tu as, mais plus tu as de la facilité à t'exprimer. Et tu te sens plus intelligent également. Il y a 1 an, j'ai rencontré le fameux Andrew Tate. Tu connais Andrew Tate? Eh oui. Et j'avais l'opportunité de parler 15 minutes à travers une application fondée par Patrick Bet-David. Alors, on avait la chance de parler avec Andrew Tate. Puis moi, je voulais le rencontrer, je voulais le parler, pas pour parler de tous les sujets controversés dans quoi il s'est mêlé, mais plutôt son mindset, sa façon d'être articulé, sa façon de partager. Si tu as déjà écouté Andrew Tate, tu vois que le gars, il est sharp. Exact. Il est sharp, direct, to the point. Exact. C'est très clair et concis quand il parle. Exact. Alors, je voulais savoir si c'est quelque chose qu'il est né avec ou c'est quelque chose qui a été travaillé. Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? La première question qu'il m'a posée, c'est... La première chose qu'il a dit, c'est « Est-ce que c'est ta première langue, le français ou l'anglais? » Il lui a dit « Non, c'est ma 3e langue. » Autant le français que l'anglais.
Alors, il m'a dit, ben dans ce cas-là, c'est sûr que j'ai plus de facilité, je vais toujours avoir plus de facilité que toi parce que c'est ma première langue, l'anglais. Par la suite, il m'a dit, pourtant, les conseils, en fait, pourtant, les choses que tu t'admires de moi, c'est des choses que j'ai travaillé, j'ai appris. Alors, pour la première fois, je partage dans un podcast. Je n'ai jamais donné aucun des conseils qu'il a partagé à personne. C'est la première fois. So, guys, c'est le moment du podcast qu'il faut écouter. Yes. Alors, la première chose, il a dit, c'est aux jeunes, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai retenu autour de 10 à 20 mots très poussés, très avancés, très sophistiqués. Et souvent, j'utilise ces mots dans mes phrases courantes. Donc, dans mes conversations courantes, on utilise souvent les mêmes mots, comme le mot comme par exemple. Par exemple, tu as des mots comme ça, mais trouve les synonymes très poussés de ce même mot et intègre-le dans tes conversations. Du moment que tu fais ça, les gens qui t'écoutent, ils vont être un peu bouleversés par les vocabulaires que tu utilises dans tes phrases courantes. Ils vont être interpellés. Là. Exactement. Tu sembles beaucoup plus intelligent. Pourtant, c'est juste 20 phrases, 20 vocabulaires qu'il a vraiment maîtrisé et qu'il l'intègre dans ses conversations. Déjà là, c'est un gros conseil parce qu'il n'est jamais vu comme ça. Tu vois? Pourtant, ça a l'air facile. Mais c'est de là la naturelle de la chose, de l'intégrer de façon naturelle dans sa communication. Tu vois, toi, tu ne l'as pas vu. Tu le cernes pas, là, que c'est une astuce ou c'est un skill. C'est comme, pour toi, c'est comme, ça devient plus inspirant, plus pertinent parce qu'il l'intègre de façon naturelle. Puis là, c'est comme, wow. C'est comme, il parle, fait comme, OK, ça veut dire quoi, ça? Exact. Tu as une intrigue, tu as un intérêt, fait que tu as l'intention d'en savoir plus, fait que ton écoute est bien plus assidue. Bien sûr. Ouais. La deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est, des fois, quand on veut changer de phrase, quand on veut changer de sujet ou on pense à la prochaine chose, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre un moment de réfléchir, alors ils vont remplir avec un mot de remplissage comme ouais, absolument. À la place de faire ça, ce qu'il fait, c'est que soit il prend un moment de silence, ou soit il va répéter la dernière phrase, pour commencer la deuxième phrase. Tu viens de voir que c'est l'art de la communication. Exact. Ouais. Tu vois? Alors, j'ai trouvé ça vraiment pertinent, puis honnêtement, le problématique avec cette conversation que j'ai eue, je l'ai enregistrée, OK? Et j'ai même mis ça sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de haters qui m'ont dit « Ah, ça arrive par quoi que tu as fait un truc avec Andrew Tate. » Ouais. Moi, je l'ai fait pour différentes raisons, mais où est-ce que j'ai vraiment foiré, là? C'est que sur iPhone, quand tu enregistres les FaceTime, c'est qu'ils n'enregistrent pas la voix. Juste le visuel. J'étais en tabarnak contre moi. Mais tu sais, Ciro, la loi de la communication, c'est pas juste le verbal, hein, c'est aussi le non-verbal. Fait qu'au moins, tu as le non-verbal en backup. Mais je comprends ce que tu veux dire. Les gens pensaient que j'ai monté, comme j'avais tellement de temps à perdre pour faire le montage. Monter un genre de montage avec Andrew Tate dans le même écran. Les gens disaient « Hey, t'as-tu vraiment rencontré Andrew Tate? T'as payé combien? » C'est sûr que c'est fake. Que j'ai payé ou que j'ai pas payé, j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis j'ai eu la chance d'avoir une belle entretien avec cette personne. Mais c'est triste, encore une fois, que ton entourage ou les gens comme ça, à travers tout ça, s'intéressent pas à savoir la raison pourquoi tu as vécu cet événement-là ou que tu as payé pour ça, mais plutôt, ils vont voir la controverse, vers ce qui est la facilité un peu. Et non pas la pertinence de, pourquoi tu as rencontré un. Il y a personne qui m'a posé, honnêtement, encore aujourd'hui, il y a personne qui m'a posé la question, c'est quoi tes conversations avec lui? C'est quoi le conseil que tu as eu? Même des fois, avec certaines personnes, j'ai ouvert le sujet, j'ai dit, je l'ai appelé pour avoir des conseils. Puis, parce qu'à travers même ces individus-là qui vivent l'adversité, qui vivent des moments un peu dans leur noirceur, que ce soit, qu'on cautionne ou pas leurs actes, reste qu'ils ont de quoi à partager. Manque de curiosité, c'est un gros problème. Absolument. Quand tu dis, je suis curieux, je pense que beaucoup de personnes n'atteignent pas un certain succès ou réussissent pas juste par la simple chose qui est une manque de curiosité. Puis j'aimerais ça qu'on en parle tantôt. Je vais t'amener vers un concept là, quand ça sera le bon moment dans la conversation, mais justement, la curiosité fait partie pour moi de ma sphère gauche, que les gens sont tous curieux, mais les gens, ils mettent pas le pied vers développer la curiosité. Fait que tout le monde est curieux. Ouais. Tout le monde est curieux, mais si on fait, mettons, un petit Y, là, un petit Y, là, ça fait partie de toutes les sphères de ma vie, là, la tangente droite et la tangente gauche, si on veut. Fait que la masse est à droite. Okay?
Puis tout ce qui est plus dans l'adversité, la confrontation, ce qui est plus dur, ce que les gens, la voie de l'anarchie, si on veut, est plus vers la gauche, OK? Mais la curiosité, les gens, il y en a autant à gauche qu'à droite. Sauf que la facilité dans la curiosité, c'est le jugement. Ça fait qu'ils vont aller regarder les revues à potins, les Facebook des gens, tu sais, fait qu'ils vont aller dans ce qui est rapidement consommable au niveau de la curiosité. Mais pourtant, Andrew Tate, on est tous curieux de savoir, c'est quoi, ces charges sont-ils fondées? Y a-tu été accusé? Y a-tu ici? Mais quelqu'un comme toi va prendre le temps de faire comme, regarde ce qu'il a créé, ce dont quoi il a accompli, peu importe. Puis on va amener la curiosité vers l'apprentissage de ce qui peut être à apprendre de cet individu-là aussi. T'sais. Fait que les gens ne vont pas vers ça, vont vers la facilité. Vraiment raison. C'est un peu comme ça. Ouais. Fait que c'est important d'être curieux, mais de réellement pousser la curiosité à aller chercher un apprentissage. Pas juste combler une curiosité de surface puis de faire comme justement OK, un petit potin puis c'est fini. T'sais. Moi, je suis très curieux. T'sais. Tout le monde est curieux. Peu importe qu'est-ce qu'il fait dans la vie, peu importe c'est quoi les problématiques qu'il vit, peu importe les points où il a été chargé, le fait de savoir plus sur la personne, c'est sûr que tu peux apprendre. Surtout un gars qui était le plus populaire du monde. Oui, puis, mais je pense qu'il y a encore une fois, si on renchérit vers la gauche, là, puis si on pousse la curiosité vers ce qui est confrontant, là, tout le monde aspire à être riche, tout le monde aspire à être célèbre, mais personne ne sait nécessairement qu'est-ce qui vient avec ça. C'est comme la plus grande de ce monde sont souvent dans la déchéance, dans la drogue, dans l'abus, dans le viol, dans l'agression. Peu importe, on en voit, là, puis beaucoup, là, soit qui décèdent, soit qui se font rentrer en dedans, des sportifs professionnels qui ont acquéri les plus grandes instances là, de la performance, puis la richesse, l'abondance, puis boum, tu vois qu'ils se font embarquer parce que, peu importe les raisons, mais je trouve que la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui a fait en sorte que dans les plus hautes sphères de performance puis de réussite, qu'un individu comme ça réussisse à tomber dans la noirceur, puis dans le conflit, puis carrément dans ses plus sombres jours. Fait que, quelle est la raison? C'est là que tu apprends vraiment. Parce que si on aspire tant à être populaire, à être dans la performance, puis à être dans le succès, si on sait ce qui nous attend en haut, on peut s'y préparer là, davantage. Imagines-tu avec tous les scandales qu'il a vécu, comment cette personne-là est restée encore vraie? Je sais pas si Oui, je le suis partiellement. Là, c'est sûr que on a tous nos individus qu'on suit davantage là, qui nous inspirent plus. Peut-être qu'Andrew Tate n'en fait pas partie de mon côté, mais je suis curieux. Puis de savoir pourquoi ces gens-là sont sombrés là, puis en même temps, on ne peut pas se fier à ce qui est véhiculé comme information toujours. Ben oui. Mais où ce que je veux en venir, c'est que la pertinence de pousser notre curiosité vers les bons sujets est importante. Là. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre de chaque personne, peu importe qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont été chargés pour. Maintenant, parlons de toi. Assis sur Andrew Tate. Parlons de ça. Andrew Tate, on est allé loin avec Andrew Tate. Ouais, pas mal. Ouais. Ça fait à peine 2 ans que tu es dans le courtage. Pourquoi tu es rentré dans le courtage à la base? Moi, contrairement à plusieurs courtiers dans l'immobilier là, que j'ai entendu, que j'ai eu des discussions, il y en a beaucoup qui vont venir vers l'immobilier parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils ont un père qui était courtier ou ils baignaient là-dedans ou ils rêvaient d'être en vente. Moi, c'est la vie qui m'a apporté à 36 ans vers la vente, vers l'immobilier. Puis, écoute, il faudrait plus qu'un podcast d'1 heure pour faire un storytelling complet, mais en réalité, c'est vraiment mon cheminement de vie complet qui a fait en sorte que j'ai fini en immobilier. Qu'est-ce que tu faisais avant? Si on fait, mettons, un petit recap, là, on fait un petit story là, rapide, là, dès mon jeune âge, j'ai toujours été très curieux. Fait que ça a toujours été perçu comme un jeune qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Mais j'ai toujours été curieux d'aller chercher l'apprentissage dans plein de sphères différentes. Fait que à 16 ans, quand j'étais au secondaire, moi, je suis rentré dans la réserve de l'armée canadienne pour devenir soldat parce que un garçon, c'est un soldat. Écoute, je voulais aller faire des hélicoptères puis tirer du gun. T'sais. Pour moi, c'était ça, un vrai gars. J'ai vécu ça pendant 2 ans jusqu'à ma majorité. Puis lorsqu'on m'a regardé, on m'a dit « Soldat Boucher, désirez-vous passer caporal puis aller dans la régulière, ça veut dire l'armée à temps plein, le collège militaire, ces choses-là, ou rester dans la réserve? » J'ai dit « Aucun des deux. » J'ai signé, je suis parti travailler au Club Med comme barman. T'sais. Oh, c'était pas sérieux. Ouais, travailler en plongée sous-marine. Fait que ça, je te dis, toujours dévié parce qu'il y a des choses qui m'inspiraient davantage ailleurs. Fait que j'ai jonglé à travers ça. J'ai été scaphandrier pendant près de 3 ans, travaux sous-marins. Fait qu'un plongeur, avec le gros casque, là, comme qu'on voit dans les films, pendant quelques années, j'ai arrêté de travailler la route. Fait que je te dis, j'ai vagué sur mes passions. Ce qui me passionnait, je voyais quelque chose qui semblait vraiment cher. J'y allais, puis je le faisais.
Je réussissais, j'excellais dans quelque chose de façon très humble, on va dire. J'étais bon dans ce que je faisais, puis la vie m'apportait ailleurs encore une fois. Par ensuite, je m'en viens au courtage, ce sera pas long. Scaphandrier, par la suite, construction. J'ai perdu un enfant avant la naissance avec une ancienne conjointe, ce qui m'a amené à revenir arrêter de travailler sur la route. J'ai travaillé en prison pendant 7 ans et demi. Tout à fait un autre milieu. Je me suis, par la suite, construction, retour en construction quand j'ai sorti pour finalement être inspecteur en bâtiment, qui était adjacent au milieu d'immobilier, tu sais, qui était dans l'immobilier, à tous les jours, je côtoyais des courtiers immobiliers en veston, jusqu'au jour où je les regarde, puis je suis comme fait, ma place est dans leurs souliers. J'ai fait mon cours, puis la vie m'a amené jusque là où je suis exactement à un endroit où je peux prendre l'amalgame de mes expériences puis de mon vécu, puis faire les choses à ma façon, puis réussir. Tout un parcours. Mais là, si je te pose la question, peut-être qu'on t'a jamais posé cette question. Qu'est-ce que je peux dire que tu ne partiras pas ailleurs du moment que tu réussis? Parce que clairement, peu importe qu'est-ce que tu touches, tu réussis bien. Maintenant, pourquoi l'immobilier, le courtage va être la place pour toi aujourd'hui ou tu es encore ouvert à d'autres opportunités? Parce que déjà là, à la base, tu es devenu courtier, puis boum, chef d'équipe, leader dans ton équipe. Et quoi d'autre que tu pourrais faire? Je peux pas m'exprimer sur le fait que est-ce que je vais rester courtier pendant 25 ans. Comme ça ne respecterait pas du tout la culture d'évolution que j'ai personnellement. Mais dans l'immobilier, je sens que j'ai ma place pour perpétrer les années à venir. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est un milieu relationnel. Si je regarde tout le bagage que j'ai derrière moi, tout le vécu professionnel, peu importe, les conflits, tout ce qui a généré 38 ans de vie, tout ce qui m'a passionné, puis tout ce qui a fait que j'ai réussi où ce que je mettais le pied, c'était le relationnel. Fait que l'immobilier, pour moi, est l'endroit où le relationnel prévaut sur tout le reste, sur le knowledge, peu importe. Fait que c'est un endroit où je sens que je peux évoluer, qui a amené mes skills personnels à renforcer mon poste et ma présence comme team leader. Je pense que tu vas faire des années et des années, selon moi, parce que dans le courtage, la beauté, c'est qu'il y a tellement d'autres opportunités autour. Absolument. Par exemple, tu commences ton podcast bientôt, qu'on n'en dira pas plus, mais super belle idée, tu commences ça, tu es team leader, tu es dans une équipe, une agence qui va aussi t'aider à grandir encore plus. Alors, tu peux aussi continuer à piquer ta curiosité, aventurer dans d'autres choses, tout en restant dans le courtage. Exactement. C'est la beauté de notre domaine. Autant dans le courtage hypothécaire, tu vois, moi, je suis chef d'équipe, gestionnaire de fonds privés, influenceur, on peut dire ça aujourd'hui, créateur de contenu, entrepreneur, investisseur, toujours en restant dans le courtage. Courtage m'amène d'autres opportunités autour. Puis, je suis comme toi. C'est la raison pourquoi je t'ai posé la question. Que j'étais curieux de savoir comment ça se fait que tu as toujours changé de domaine parce qu'il y a toujours quelque chose qui te passionnait à un certain point où tu perdais passion dans ce que tu faisais puis t'aventurais dans de nouvelles choses. À moins que je me trompe, mais moi, c'est ça mon problème. Mais en courtage, je suis capable de remplir toutes mes passions. Je voulais être un acteur, donc je suis comme... Ouais, exact. Je pense qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là, puis il y en a beaucoup que ça leur parle, puis en parlant, je vais en venir à un recap peut-être plus cohérent, là, puis peut-être plus pertinent à dire. C'est à travers tout ça, oui, j'ai toujours vagué vers ce qui me passionnait davantage, mais il y a une chose qui est identique dans chacune des expériences que j'ai eues. J'ai toujours eu un encadrement respecté, j'ai toujours été mis d'une boîte. Que ce soit, si on vient travailler en prison, il n'y a pas plus statutaire que ça, l'armée ou peu importe. J'ai toujours été dans un véhicule professionnel qui me mettait des limites très déterminées. Tandis que l'immobilier, outre que c'est du relationnel, je peux sortir de la boîte. De plus en plus, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une agence qui me permet, encore une fois, de respecter mes propres paramètres. C'est sûr qu'on a des paramètres administratifs à respecter, puis c'est normal. Reste que je peux être authentique, puis dans mon plein épanouissement. Tu disais au début, le courtier tatoué, mes tatouages, c'est beaucoup plus. Le courtier tatoué, c'est beaucoup plus que des tatouages. C'est vraiment pas plus en volume puis jusqu'au visage, là, mais plus, c'est une question de couleur, d'identité, d'authenticité. C'est justement ça. C'est l'immobilier et le courtier tatoué. C'est l'univers dans lequel Martin Boucher peut prendre sa pleine
son plein épanouissement. Tu me suis fait que c'est la raison pourquoi je pense que l'immobilier ne sera jamais une limite pour moi à mon épanouissement professionnel, personnel. Fait que je ne vois pas de fin. Parce qu'il y a tellement d'opportunités, comme tu dis, à développer, que ce soit une passion par le podcast, qu'on ne sait jamais, il y a des émissions de télé, il y a les relationnels, il y a tout, le team leader. On peut devenir plus dans l'inspiration de nos membres, puis la gestion, on peut quand même continuer à faire du transactionnel. Il y a tellement de multiples opportunités dans l'immobilier, c'est ça qui me fait triper. Une des choses que j'ai tout de suite remarqué dès que tu es rentré dans le courtage, parce que je reste curieux de savoir qui bouge, qui influence le marché, qui fait des belles choses, des nouvelles choses. Je suis tombé sur ton profil sur Instagram et je t'ai trouvé assez spécial, différent, de la bonne façon, de la bonne manière. Et souvent, quand on commence en tant que courtier, on cherche qui on est et ça prend du temps avant de se placer, avant de créer un branding. Toi, et je dirais même Médéric, notre ami, vous êtes deux personnes que du moment que vous êtes rentrés, vous saviez exactement comment que vous vouliez brander. Puis vous avez encore aujourd'hui respecté ce brand. Puis encore, on parle dans un podcast, puis t'es aligné avec ton branding, tes valeurs, tes principes. Est-ce que c'est quelque chose qui a juste avec l'expérience que tu pourrais appliquer ou c'est quelque chose de réfléchi ou c'était vraiment naturel de ta part? C'est très intuitif. C'est très intuitif. Souvent, on me posait la question, qu'est-ce que tu aurais aimé changer ou peu importe. Il y en a beaucoup qui vont dire commencer plus jeune. Pourquoi? Parce qu'on peut faire de l'argent. Par contre, j'aurais pas été aussi... j'aurais pas pu honorer davantage mon brand, justement. Puis mon plan marketing était basé justement sur mon identité. Donc, je pense que le branding est très clair et défini dans ma tête parce qu'il est très intuitif et basé sur la personne que je suis, sur ma culture personnelle, que j'amène à devenir une culture d'entreprise à travers ma business, puis l'entité, le courtier tatoué, whatever. Fait que pour moi, ça n'a pas été compliqué à monter ce brand-là parce que ça a tout le temps été moi, le brand, depuis très longtemps. Fait que j'ai tout simplement laissé aller justement cette authenticité-là, puis le plein épanouissement de ma vision, de mes valeurs, comme tu dis. Puis le brand se définit par lui-même à travers tout ça. Souvent, les gens vont dire « Ah, l'important quand tu commences en immobilier, c'est de définir un branding. » Puis là, les gens ne savent pas. « OK, ben là, il me faut un logo. Là, il me faut ça. C'est quelle couleur que je vais aller? C'est quoi mes valeurs? » Puis ils oublient l'intuition, tu sais. Les gens sont ce qu'ils sont, puis ils doivent se concentrer sur qui ils sont, prendre leur identité, puis renforcer leur brand par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont plus exubérantes, plus introverties. Fait que je pense que c'est respecter qui t'es, laisser émerger ton identité, puis bâtir ton brand autour de ça. Parce que c'est ça l'authenticité. Est-ce que tu penses que présentement, ta business vient grâce à ton brand, ultimement, ou par... Bon, en fait, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une certaine remarque que les gens font parce que tu as mis de l'avant ton brand, la personne que tu es, les tatous, ta manière d'être différent? Je pense pas encore, parce que la manière que j'ai fait les choses, j'ai pas... c'est comme dans l'autre podcast avec Stéphane ou whatever, on parle souvent de constance, ces choses-là. J'avais préparé d'avance mon marketing par rapport à mon branding, mais j'avais pas de plan de match réel marketing et tout. Donc, je pense que... Ta question exactement, je suis reparti, je m'excuse. Ouais, je disais, est-ce que c'est grâce à ton branding que tu reçois ta business en ce moment? Non, parce que c'est vraiment le relationnel. Ça veut dire c'est mes 38 années de vie, c'est l'impact que j'ai dans chacune des relations professionnelles et personnelles dans mon entourage qui fait en sorte que les gens connectent avec qui je suis. Puis, je leur fais savoir, je me mets visible comme courtier immobilier. Fait que ma récurrence au niveau de la sollicitation, ces choses-là, n'est pas encore accurate, là. Zéro. Ça, c'est de quoi qui est amélioré, puis c'est de quoi qui est comme plus protocolaire. Je suis très présent au niveau intuitif, ce qui est relationnel, comme je te dis. Fait que ma business provient majoritairement, même très majoritairement, des relations que j'ai dans mon entourage. Ça veut dire que c'est que des références pratiquement. Très peu de close business, très peu. Là, j'en ai plus. Mais dès que j'ai commencé, ça a été que mon relationnel qui a travaillé pour moi. Et par la suite, il y a eu une cohérence entre... Il se faisait dire hey, « Appelle Martin, tu checkeras ses courtiers tatoués. » Puis en plus, là c'était vraiment accurate parce qu'il y avait une cohérence entre qu'est-ce qui se faisait dire que Martin, il va t'aider, il est sharp ici. Puis en plus, qu'est-ce qu'il crée, c'est très nice. T'sais.
Puis là, ils vont aller voir le contenu. Fait que c'est pas le contenu souvent qui attirait les gens, mais le contenu venait renforcer l'intention de faire affaire avec moi. Fait que ça a fonctionné quand même. C'est un pattern. Je pense que si le contenu est solide, mais la personne en tant que telle, c'est quelqu'un qui est un imposteur, on le ressent qu'il y a un manque d'expertise, on le ressent qu'il n'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça sur les réseaux où ils sont une autre personne, ils jouent un personnage. Quand tu parles en vraie vie, ils agissent comme une personne très humble, en personne, ils ne le sont pas du tout. Ouais. Donc, si tu ne t'alignes pas avec ta vraie personne et tu ne fais pas ce que tu fais vraiment sur le terrain, à un moment donné, il y a un certain moment, les gens vont apercevoir ce que tu fais. Oui. Puis ça va te nuire. Vie ou vie. Le virtuel, au vrai, on en parle souvent en marketing, en branding et tout. Il faut que les gens connectent avec quelque chose. Aujourd'hui, les gens connectent avec le web. On s'entend, là, mon format, moi, de business, jusqu'à date, a été du relationnel au vrai. Mais si quelqu'un est très présent, parce que c'est la façon la plus accessible, comme on disait tantôt, c'est impensable de ne pas être sur le web, de ne pas créer de contenu. Mais par contre, si quelqu'un commence puis focus juste sur créer du contenu, puis une récurrence, puis une constance, sans même savoir qui ils sont, c'est quoi leur offre de service, parce que leur offre de service, c'est eux. On est l'offre de service. Les pourcentages, on s'en fout, là. On peut tout modifier ça. Mais l'offre de service, the real one, c'est comme, c'est toi, c'est aussi pour l'hypothèque, c'est comme, peu importe le taux que je vais avoir au final, c'est l'offre de service, c'est ton identité, ton écoute, ton professionnalisme, ta communication, c'est ça. Si ce que tu poses, c'est où on le voit partout sur les réseaux avec les courtiers du Québec. Puis quand j'ai rencontré en personne, c'est comme j'ai zéro connecté, j'ai pas... Tu comprends, la cohérence n'est pas là. Fait que c'est la cohérence entre ce qu'on montre et ce qu'on est très, très... est pas pertinente, est plus qu'importante. Fait que c'est important que... Mettons que tu m'as vu sur les réseaux, puis tu as eu la chance de me rencontrer 2-3 fois. Mettons que tu m'as jamais vu, et tu m'as vu sur les réseaux. Puis là, je t'approche. Oublions que tu as une copine qui fait des courtages hypothécaires. Ouais. Est-ce que je te référais? Est-ce que tu me référais? 100%, parce que pour moi, le relationnel prime sur le côté professionnel. C'est comme on discutait tantôt, prendre un café, le knowledge, tu peux aller chercher. L'expérience au niveau de ton écoute et tout ça, au niveau de l'humain, est beaucoup plus longue à acquérir. Pas juste expérience, c'est comme ton identité, ton bien-être, ton écoute, ta communication, c'est des skills qui sont beaucoup plus longs à intégrer. Tandis que de se faire dire c'est quoi les taux, c'est quoi la différence entre tel et tel produit, ça, on va aller chercher. Fait que, puis toi, sur l'écran, ce que tu livres comme information, on ressent la pertinence par la cohérence entre qui t'es. Je sais pas si c'est des mots encore trop... Non, c'est pas que ça parle, parce que je dis cohérence dans toutes les phrases dans ma vie pratiquement, parce que pour moi, la cohérence, c'est la clé. Mais c'est ça, fait qu'on ressent bien ton authenticité à travers tes vidéos. Puis aussi, t'es posé, t'es calme. Ton ton de voix, ta communication, on parlait de communication tantôt. Ça, c'est un autre skill aussi qui est la clé. Si quelqu'un parle, puis il n'y a pas, comme tu disais, la communication est importante. Dans tes vidéos, t'es posé, tu prends une pause, tu communiques l'information, c'est pertinent, c'est cool. Tout est là. Merci Martin, c'est apprécié. Maintenant, mettons que, est-ce que tu verrais que les gens qui ne réussissent pas, ou que tu es capable de spotter les gens qui vont avoir plus de difficultés parce qu'ils sont vides à l'intérieur, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas de personnalité, parce que ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que si tu es extravagant ou très dynamique, avec beaucoup de charisme, même si tu as l'expérience, parce que tu es capable d'attirer les gens par ton énergie, tu vas avoir plus de facilité que quelqu'un qui est très introverti. Introverti ne serait même pas le bon mot parce que tu peux être introverti, je le suis introverti d'un certain sens, mais je suis capable d'attirer les gens à travers mon énergie. Right? Parce que l'énergie n'est pas nécessairement signe d'exubérance ou d'introversion. Là, tu sais. Voilà. Tu vois, c'est vraiment comment que tu es, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. Il y a certaines personnes que tu les remarques et tu sais qu'ils vont avoir de la misère parce que la personne qu'ils sont, ils ne dégagent pas aucune énergie. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La loi de l'attraction, là, au niveau de l'énergie, exact. C'est la vibration un peu. Tu sais, l'énergie, la vibration, des choses qui sont hyper importantes dans le relationnel. Puis oui, il y a des gens qui, tu peux tout de suite cerner que ça ne fonctionnera pas.
Parce que il y a plein de choses qui peuvent faire que la vibration soit basse. On sent que l'ego est très présente. La communication, la connexion avec les yeux, l'écoute, toujours parler par-dessus l'autre ou comme majorer son temps de présence dans la conversation à 90% puis laisser les autres parler 10%. Il y a plein de choses comme ça que tu sens que ça ne le fait pas. Là. Les gens n'ont pas besoin de grand-chose en réalité. Que ce soit d'une hypothèque ou d'une propriété, les gens ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin de sentir qu'on est là pour combler un besoin, qu'on travaille pour eux. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. C'est tous des besoins humains. Là. Le reste... Mais encore là, c'est cool avec toi, là. Quand on étudie une personne qui est vide, il y a des raisons derrière pourquoi ils le sont comme ça. Justement, l'ego fait partie d'une. J'ai un bon ami à moi, que je n'aimerais pas son nom, c'est un bon ami à moi. Mais il a tellement d'ego. Puis, c'est juste sa façon d'être. Et il sort de l'école, il va bientôt sortir de l'école, mais j'ai l'impression qu'il va avoir de la misère parce qu'il n'aime pas se faire corriger. Mais il sait qu'il y a des problèmes, mais il n'aime pas se faire corriger. Alors, ça peut nuire. Parce que je sais que j'ai beaucoup de problèmes dans plusieurs choses, mais je veux corriger ces problèmes. Donc, je suis prêt à prendre l'expérience des autres. Je suis prêt à être coaché, à recevoir des conseils. De la bonne manière, bien sûr. Si tu le dis avec une approche irrespectueuse, c'est sûr que ça ne passe pas. Mais si quelqu'un est prêt à t'aider, puis il te dit, écoute, tu as tel problème, si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu es ouvert à m'écouter? Parce que je peux vraiment t'aider. Puis c'est des choses qui peuvent être corrigées. C'est ce qu'on appelle être coachable ou non. Tu sais, ces gens-là, fort possiblement qui est là en ce moment, s'il n'est pas prêt à recevoir, pas une critique, mais des conseils ou s'il n'est pas prêt à écouter, puis en réalité, il n'est pas prêt à réussir. Est-ce que tu sais d'où l'origine de l'ego? Pourquoi certaines l'ont plus intensivement que d'autres? Ah, mon Dieu, là, c'est profond là, comme sujet. Tu sais, l'ego, on a chacun un ego qui est différent. Là. C'est basé un peu sur nos saboteurs et tout, nos peurs, nos craintes et autres. Fait que je pense que pour rentrer dans ce sujet-là, c'est trop propre à chaque individu. Oui, absolument. Comme l'individu que tu parles qui est énormément dans l'ego, est-ce que c'est parce qu'il n'a jamais été encouragé, il n'a jamais été valorisé par ses accomplissements? Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que tu peux être dans l'ego parce que tu te protèges. Mais en te protégeant, en réalité, moi, je vois ça souvent comme une certaine protection parce qu'on a des faiblesses, on a des peurs, on a des craintes. On va les pallier avec être... Tu sais, comme il y a beaucoup de gars qui vont être cocky, parce qu'ils ne veulent pas que les gens rentrent à travers leur carapace puis toucher ces cordes sensibles-là parce qu'ils vont être vulnérables. Donc, là, je dis vulnérable, une des premières qualités de quelqu'un qui veut être coachable, c'est la vulnérabilité, c'est prêt de s'ouvrir justement à ces déficits-là, c'est pas ses défauts, mais ces faiblesses-là. Est-ce que c'est avec moi que du moment que tu sais comment les approcher, ils peuvent tous être vulnérables? Absolument. Ouais. Ben oui. C'est juste que certains coachs, certains individus ne savent juste pas comment. Un bon coach, je pense, va... Puis il faut faire attention parce qu'un bon coach, que ce soit en immobilier ou autre, un bon coach n'a pas nécessairement un fit avec n'importe qui non plus. C'est un fit, c'est comme une relation amoureuse. Là. C'est comme une fille qui a énormément de potentiel pour être la meilleure des conjointes, peut être la pire pour un gars parce que justement, il n'y a pas de fit. T'sais. Je pense qu'il y a de quoi qui est important à savoir pour des courtiers qui veulent commencer ou même ceux qui sont là depuis longtemps. Tout le monde parle toujours des skills pour être un bon vendeur, pour être la bonne relation, le bon aussi. En réalité, la plupart ne sont même pas prêts à être bien avec eux-mêmes, ou s'apprécient pas, ou ne sont pas capables de se regarder en pleine face. La première skills à honorer pour devenir un représentant, que ce soit un vendeur, que ce soit hypothécaire, immobilier, peu importe, le premier skills que tu as à honorer puis à pas contrôler, parce qu'on ne contrôle pas nécessairement tout ça, mais à vouloir honorer, c'est d'aller apprendre qui on est. Comment tu veux être un bon relationnel, tu veux faire du bon relation si tu sais même pas qui tu es, t'sais. Comment tu peux honorer puis contrôler, puis mettons, j'aime pas le mot contrôle, mais c'est comme surfer la vague d'une relation puis d'une conversation puis d'une communication si tu sais même pas. Le parfait exemple que je peux comparer à ce que tu viens d'ajouter ici, c'est, mettons que tu vends un produit. On va dire, j'aime ça pas. Je sais pas pourquoi c'est la balayeuse qui me vient par là. Balayeuse centrale. Balayeuse centrale. Si tu ne crois pas à ton produit, tu ne pourras jamais le vendre parce que l'autre personne ne sentira pas que tu es convaincu de ce que tu vends, les avantages et les désavantages,
pourquoi c'est bon. T'es pas convaincu, right? Exact. Même chose. Mais au-delà de ça, si toi, tu as tes propres problèmes, en plus de produits, impossible. C'est presque rare que tu vas être quelqu'un de bon dans ce que tu vends. Absolument. Mais en réalité, c'est ça. La vente, c'est du relationnel, encore une fois. Fait que, si tu ne crois pas en ton produit qui est toi, je te dis, le branding, c'est ton identité. Comme moi, je suis chez XP, OK? Sans parler de la bannière, là. Je suis là, tu sais pourquoi? Parce que je peux davantage mettre mon identité, mon branding qui est moi-même, dans mes relations professionnelles de l'avant. J'ai pas besoin de parler qui que ce soit, d'identité de bannière ou quoi. Je ne veux pas me supporter sur ça. Parce que c'est qui est assis devant les clients, c'est moi. Fait que si Martin, il vit beaucoup de difficultés, puis il fait fi de ça, puis il les confronte pas ou quoi que ce soit, comme je ne closerai pas. Est-ce que tu as toujours accepté qui tu étais ou c'est quelque chose que tu as appris à le faire? Pas quelqu'un qui écoute puis qu'il y a certains obstacles et il veut travailler là-dessus. Il pourrait, mais il ne sait pas comment le prendre. C'était comment ta vie à toi? Est-ce que tu as toujours accepté? Je pense que j'ai toujours honoré qui j'étais. OK. Inconsciemment, une partie de notre vie, parce qu'on s'entend, on n'est pas en introspection puis dans l'évolution personnelle et tout, là, toute notre vie. Là, moi, à 19, 21 ans, là, j'ai 38 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, les coachs, c'est d'usage, là, pratiquement aujourd'hui. C'est comme pas. C'est presque trendy d'avoir un coach. Mais quand j'avais 21 ans, là, avoir un coach, là, il n'y en avait pas de ça. Fait que d'être à l'écoute de soi-même, puis d'être bien avec soi-même, c'était pas un sujet que tu parlais en chum de gars. Là. Fait que, mais perso, moi, mon exubérance, mon identité, j'ai toujours assumé de façon inconsciente. Que ce soit quand j'étais jeune, moi, je faisais partie d'une troupe de danse hip-hop. Là. Il n'y avait pas de gars qui dansaient là, dans mes... C'est comme... Même à cet âge-là, c'était très homophobe là, de dire « moi, je fais de la danse ». Moi, je tripais, là, je dansais dans une troupe de danse. Là. Puis j'étais un des seuls gars. Dans la première année, il y avait 7 gars, deuxième, 5. Fait que avec mettons, dans les années, on évoluait, on grandissait, on vieillissait. Puis j'étais le seul gars à m'emmener. Je m'en foutais. Là, fait que, est-ce que j'ai toujours accepté qui j'étais? Puis oui. Est-ce que tes parents ont été des gens qui t'ont supporté et d'accepter ce que tu faisais? C'est la raison pourquoi tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui? C'est comment ta vie? Je pense que j'ai toujours un environnement familial d'acceptation. Tu sais. J'ai toujours été jugé, par contre, par mes pères, que ce soit la famille. Puis encore aujourd'hui, je suis un mouton noir dans mon entourage. J'ai changé mon entourage, je l'ai adapté, mais j'ai toujours été un peu un mouton noir, là, c'est sûr. Là. Martin n'a jamais fait les choses comme les autres. Martin, il a encore changé de travail. Ils ont toujours accepté. Mais il n'y avait pas le choix. Je ne leur demandais pas la permission. Je n'ai jamais demandé la permission pour avoir un tatouage, pour faire un travail, faire quoi que ce soit. Moi, il était au courant quand le fait était accompli. Hein. Il était toujours mis devant le fait accompli. Je me suis enrôlé là, dans l'armée, j'ai besoin de signer ici. Je m'en vais étudier à Rimouski. Je pars au Club Med dimanche prochain. Je viens de signer, je suis allé à une entrevue, moi, au Delta à Montréal, un jeudi, sans aviser qui que ce soit de mon entourage, ni mes parents. J'avais 18 ans. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents à chaque fois que tu faisais un move? Ils étaient un peu déstabilisés, mais c'était moi. J'ai jamais été mis en chaîne, j'ai jamais été mis en laisse dans mon évolution. J'ai toujours été jugé, mais ils ont tout été dans l'acceptation. Fait que c'est une valeur pour moi qui a été extrêmement importante, que ma famille me pas impliqué, m'ont pas appris, je leur ai imposé, mais par le respect, il y a eu une cohérence là-dedans. Ils ont comme, c'est parfait, si c'est ce que tu veux, c'est pas ce que moi je fais. Ça s'explique, puis en même temps, tes parents, ils ont d'une façon ou de l'autre t'aider parce que du fait qu'ils ont accepté, parce qu'il y a des parents ils auraient tout le temps bloqué, donné des obstacles à chaque étape de vie, tu vois. Ils n'ont pas nécessairement fait ça. Donc ça, ils ont tout le temps été dans l'acceptation. Ouais. Peut-être pas tout le temps dans l'encouragement puis la compréhension. Mm-hmm. Tu sais, l'acceptation, lorsque c'est comme imposé, c'est quelque chose. Je suis quand même issu d'une famille assez, pas différente, mais tu sais, comme assez ouverte d'esprit. Mais encore une fois, la confrontation, ça amenait tout le temps c'était très imposé. Fait que c'était très confrontant pour eux. Mais oui, l'acceptation, puis l'écoute, puis d'encouragement quand même. Même dans le jugement, il y a eu de l'encouragement. Fait que ça m'a permis de continuer à évoluer de cette façon-là. Là. Parce que peu importe qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, tu l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même, exact. Donc le fait qu'ils ont accepté, ils ont compris, ils ont accepté,
encore là, j'imagine que vous avez une bonne relation, puis là, t'emportes cette qualité à tes futurs enfants. Peu importe la situation, tu vas toujours accepter. Puis avec l'acceptation, mais ces personnes-là vont techniquement en parler plus. Ils vont pas nécessairement cacher qu'est-ce qu'ils font. Tes enfants vont avoir cette ouverture d'en parler au moins parce que tu as toujours accepté. Moi, comment je fonctionne avec mes enfants, j'ai un garçon de 7 ans puis une fille de 4 ans, comment je fonctionne avec eux. J'ai appris de ce que j'ai vu avec mes parents pour ne pas être dans la confrontation, mais plutôt dans l'écoute. Puis je l'essaie de les inspirer du mieux que je peux, mais je suis très libertin au niveau parental, dans le sens que je laisse l'apprentissage très intuitif à mes enfants. Puis ma conjointe est pareille, elle me suit là-dedans. Puis ça amène une très belle évolution parce que ce que j'ai vécu avec mes parents, comme je te disais, je les ai imposés, c'est mes choix. Ils l'ont accepté par imposition, mais ils ne m'ont pas nécessairement aidé, guidé, puis valorisé ces choix-là. Fait que j'ai toujours eu le ressentiment que j'étais un mouton noir, tu sais, que j'étais la bête noire de la famille. Dans ce temps-là, tu développes au fil du temps un peu une aversion avec qui tu deviens parce qu'il n'y a personne qui t'épaule puis qui accepte par imposition et non pas par « Hey, sais-tu quoi? Vas-y, fonce, expérimente, va voir ce que tu peux en tirer, puis ça va juste être du positif. » C'était pas ça. Qu'est-ce que ça aurait changé s'ils auraient aussi valorisé chaque action aujourd'hui, le matin que c'est aujourd'hui? C'est très dur à définir, là, on s'entend. Là, si on commence à penser s'il aurait fait ça ou peu importe. Puis je ne m'arrête pas à réfléchir à ça parce que c'est ainsi, c'est comme ça. Par contre, je le superpose, je l'amène sur ce que je fais avec mes enfants. J'essaie qu'il n'y ait pas de si. J'essaie de leur laisser toutes les opportunités, puis sans leur mettre des barrières, j'essaie de leur mettre des repères. Tu me suis? Fait que je ne les mets pas dans une boîte, mais je donne des repères où certaines limites sont, pas du raisonnable, mais plus comme du légal. C'est comme, tu ne peux pas y aller là, dans des fondamentales comme le respect, puis la légalité. Ça, pour moi, c'est ça les limites. C'est pas ce que nous impose la masse, comme je te dis. Tu sais, la droite, moi, ça me parle pas. Est-ce que tu vois les résultats avec des enfants? Oui. Par exemple, donne-moi un exemple. Parce que tu as commencé à faire ça, c'est quoi les indices que tu vois? Okay, la créativité. La créativité. Tu me parlais tantôt, là. Oui, exact. Ouais. Tu sais, quand on est enfant, c'est quoi? On dessine, on joue, on build up des Legos, on fait quoi que ce soit. C'est quand la dernière fois que tu as joué, toi? C'est où? Que tu as joué, là? Jouer. Pas un PS5, whatever. Là. Quand la dernière fois tu t'es amusé, là, que tu as fait quelque chose, tu t'es arrêté à te laisser aller une créativité ou à jouer, à rire, à avoir chaud, à suer, à jouer. Peu importe. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu pensais à rien d'autre que le plaisir. Il y a tout le temps une idée derrière, une raison derrière. Présentement, dans mon événement, j'ai en train de jouer avec de la structure, comment qu'on va divertir. C'est ce qui fait que c'est merveilleux parce que tu t'amuses, tu te sortis du plaisir. Mais tu comprends où est-ce que je veux en venir? La réalité, c'est pas, je veux pas te poser là, une question piège. Là. C'est pur un enfant. On n'a pas d'imposition de rémunération, de respect de deadline ou quoi que ce soit. C'est de là, je trouve que la plus belle des créativités émerge. Là, parce que le cérébral, il fonctionne de façon libertine, puis il amène ce qui doit popper. T'sais. Puis mon fils, ma fille est plus jeune, mais je vais prendre un exemple, mon fils, que ce soit il dessine tout le temps. Okay? Puis moi, j'amène beaucoup l'art dans ma business, puis ça l'inspire. OK? Fait que lui, en ce moment, puis il voit aussi tout ce qui se passe par Logan Paul, le Prime Drinks, whatever, tu sais, des choses. Il voit le succès à travers le plaisir. Puis mon fils, il a 7 ans, puis il est déjà en train de comprendre qu'il peut retirer une rémunération assez importante de créer du contenu ou de créer des choses dans le plaisir puis dans l'authenticité. Puis il y en a qui vont critiquer des gars comme Logan Paul, mais moi, je trouve que pour moi, c'est un bel exemple parce qu'il s'amuse, il crée, il redonne, Mr. Beast, whatever. Mon fils, il a 7 ans, puis un de ses rêves, c'est de rencontrer Mr. Beast. Ah ouais. C'est comme... Puis, hier soir, tu veux un exemple? Hier soir, plus tard, on revient du cinéma, puis mon fils, il est assis dans son lit, il est en train de dessiner, il est tard, il est genre 11h moins quart. Mais on est revenu du cinéma plus tard, peu importe. Puis là, il dessine. Penses-tu que je vais aller dire à mon fils, là, tu fermes la lumière, tu dois dormir, il faut que tu dormes, on est la fin de semaine, parce que ton sommeil est important pendant qu'il est en train d'avoir une idée puis de la mettre sur papier. Il y a 11h15, puis mon fils a une idée qui pop. Je laisse cette créativité-là, puis comme je t'en parlais un peu tantôt, il est en train de designer un genre de drink à une canette
capsules dans lesquelles il y a des bonbons santé, attention, parce que c'est important, parce qu'on des fois, on achète des bonbons dans les genre shop santé de ce monde ou whatever. Puis il est en train de faire ça parce qu'il se dit il n'y en a pas, puis il n'y a rien de cool pour comme les enfants. Fait qu'il est en train de build up des idées en même de business. Fait que, tu sais, c'est ça la beauté de la chose. Moi, à 7 ans, je dessinais pas des idées de business. Là, moi, je me rappelle à 7 ans, 8 ans, ce que je faisais, c'est que chaque fois que j'avais un jouet, je démantelais le jouet. C'est ça le mot, right? Ouais, démantèlement, ouais. Démantèlement, puis je cherchais le moteur. Le moteur, souvent, c'était souvent des jouets motorisés. Ouais. Je sortais toutes les logistiques derrière pour pouvoir remonter, pour créer un genre de hybride. De fan, tu sais. OK. Comment on appelle un fan? Ouais, un ventilateur. Ventilateur, utiliser les batteries. Donc, je faisais déjà ça, puis par contre, mes parents étaient en tabarnak contre moi. Parce qu'ils avaient payé quand même cher, ces jouets-là. Alors, moi, j'étais un kid un peu tannant. Ce que je faisais, c'est que dès que je finissais, je jetais le jouet. Comme tu gardais les composantes qui étaient nécessaires. À l'autre poubelle du voisin. Pour pas qu'ils voient. Nice. Ça, c'est nice. Tu vois, moi, j'avais peut-être moins de budget. Moi, je prenais des rouleaux de Scott Towel, j'ai découpé en deux, puis je faisais des descentes de billes qui allumaient une switch, qui allumaient une lumière. Mais tu sais, aujourd'hui, tu vois, tu build up un événement, tu sais, Elevate, by the way. Yes. C'est un peu ça, là, tu sais, tu décortiques les composantes de qu'est-ce qui est un événement qui fonctionne, qui va être une réussite. Fait que, tu sais, on amène ça à un autre niveau. Tantôt, je te parlais de jouer, mais tu joues, tu comprends? C'est ça l'important, c'est de ramener le jeu dans notre quotidien parce que c'est sans plaisir. Et c'est où le fun de tout ça? Comment tu t'amuses dans le courtage en ce moment? Ah, je m'amuse vraiment. Écoute, à tous les jours. Écoute, que ce soit dans, comme je te disais, au niveau de mon brand, j'ai créé une entité très artistique. Le courtier tatoué, il y a une sphère très artistique autour de tout ça, tant dans des collaborations. Au niveau des fois, je fais des bouteilles de champagne avec des artistes muralistes à Montréal. Ils me customisent des bouteilles de champagne. Fait que quand j'ai des relations plus particulières ou des recurrent clients, mettons des gens qui m'amènent plus de business, c'est pas qu'il vaut plus d'argent, mais je veux pas. À un moment donné, on va les récompenser par quelque chose, puis je crée ces bouteilles-là. Ou que ce soit des transactions spéciales, peu importe. Que ce soit mon bureau. Dans mon bureau, il y a des pièces, il y a des œuvres d'art qui vont encourager des artistes locaux. Peu importe. Des événements que je vais faire. Une caravane courtier conventionnelle avec 20 fromages, ben moi, je vais faire avec un DJ, un saxophoniste qui fait du hip-hop par-dessus la musique, des feux d'artifice, tu sais. Limite, tu sais, c'est comme, on amène la créativité à un autre niveau, la personnalisation à un autre niveau. Puis c'est là-dedans que j'ai du plaisir. Puis déjà là, à travers ton expérience, à travers ce que tu me dis, j'ai envie de travailler avec un gars comme toi parce que je m'attends à avoir un traitement comme ça, comme client, tu vois. Parce que si je me demande qu'est-ce que je peux m'attendre de Martin si je close une transaction avec lui. Ben écoute, ce que tu peux t'attendre, gars, c'est ouais, j'avais prévu le coup, regarde bien ça. Regarde bien ça. No way. Ça, c'est le genre de bouteille que j'offre, comme je te dis, à certains clients. Puis c'est ça les bouteilles qui sont faites. Fait que c'est une Veuve Clicquot, tu vois, c'est comme customize à la main. C'est tout des one-on-one. Puis c'est des œuvres d'art, on va se le dire. Oh, en plus, celle-là, c'est une édition Blacklight. Fait que si tu as une lumière Blacklight, tu le vois. Fait que, écoute, je suis pas un spécialiste au niveau de la représentation chinoise, mais le dragon, je trouvais, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est comme le dragon, c'est une beast, tu sais, c'est comme il honore, puis il dévore tout, puis il fonce, puis en tout cas, whatever. Fait que, il éclate tout sur son chemin, puis c'est ce qu'il est en train de faire. Fait que, by the way, ça, c'est pour toi. C'est pas sérieux. Oui, certainement. Fait que pendant qu'on en parle, je la sors. C'est quoi les coïncidences que... c'est du gars, tu sais, je lui ai dit, j'ai un feeling, puis écoute... Oh my God, merci. C'est la première fois qu'on me donne un cadeau. Ben, félicitations. Moi, je suis honoré d'être ici. Merci. Puis, écoute, pour moi, c'était comme un honneur de t'inviter à ton podcast. Puis, j'étais comme, je vais féliciter pour ce qu'il accomplit, puis... Wow, c'est drôle. C'est parce que je m'attendais à travailler avec toi. Il y a des magnums pour les collaborations. Wow. Mais c'est un peu ça, le concept. Là. On a commencé cette collaboration-là il y a 2 ans. Dès le début, tout ça était déjà en place. Parce que c'est ce qui me fait vibrer, outre la transaction, c'est la relation. Puis il y a des bouteilles qui sont customisées pour les clients, pour ce qu'ils vivent comme situation dans la transaction. J'ai une cliente qui a perdu son neveu juste avant la transaction, puis j'ai fait faire une bouteille comme très, très propre à sa situation. Puis c'était comme, pour moi, c'est pas une bouteille de champagne, c'est une mémoire. C'est un souvenir parce que cette transaction-là, c'était plus qu'une transaction. Je me suis fait qu'à travers ça, je peux ressortir, c'était
Écoute, toute ma vie, je me rappelle de ça, Martin. Ben, Ça, c'est comme ça qu'on marque les gens. Pas nécessairement en achetant des cadeaux, mais parce que par le fait que tu as réfléchi, tu as pensé à donner quelque chose, à simplement donner. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça devient genre robotique pour certains. exact. Pour que certains courtiers, après la transaction, après le notaire, on achète quelque chose. Oui, tu as bien fait de l'acheter, mais tout le monde le fait. Comment tu peux être différent? Comment tu peux faire les choses autrement? Puis des fois, c'est pas... souvent, c'est ça, tu sais, on parle d'authenticité, puis c'est rendu un trend, l'authenticité. Fait que là, on a presque des conférences sur devenir authentique et tout, ou devenir inspirant, ou devenir ci, ou développe ton brand, soit unique. Les gens essaient et travaillent, ils font des actions qui sont aucunement alignées avec la finalité qui est l'authenticité, l'unicité. C'est des choses qui ne s'apprennent pas nécessairement. Il faut être à l'écoute, on peut se faire guider, mais par la suite, ces choses-là s'acquérissent à travers un cheminement personnel. C'est ça, les courtiers que je vois réussir, puis de façon saine, il faut faire attention parce qu'en immobilier, on voit la réussite seulement de la façon pécuniaire. Ça veut dire l'argent que tu fais au final, tu sais. Fait que je pense que la façon d'être authentique puis de créer de quoi d'unique, c'est de laisser tomber tout ce qui est le flafla, l'argent. On a tous besoin de cash, OK? Il faut un cash flow là, pour payer tout, on s'entend. Mais je pense que si on arrête de focusser sur le finish, la rentabilité, puis ce qui est corporate, là, puis ce qui est usual, puis qu'on se concentre sur soi, qu'on fait ce qu'on a à faire, qu'on chemine, qu'on apprend à s'aimer, c'est de la kitsch, là, mais après ça, tu vas être à un endroit dans ta vie où ce que tu vas devenir davantage aligné avec toi-même. Puis là, ces idées-là vont popper parce que c'est pas tout le monde qui... C'est pas une bouteille de champagne colorée comme ça. T'as pas à faire ça pour être unique, mais c'est de trouver une façon à ça. Oui. Un exemple que je peux te donner, j'en ai discuté avec, dans le podcast de Ryan Serhant, pour ceux qui veulent écouter. Je lui ai posé la question, comment tu es unique à toi? Puis l'exemple que j'ai donné, c'est qu'il y a un courtier immobilier à Miami, que lui, ce qu'il faisait, c'est que quand il y a des conversations avec les clients, il demande la question, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur passion, c'est quoi leur bébelle qu'ils aiment jouer avec. Et là, le client a dit, ben moi, j'aime les voitures de luxe, j'aime les Lambo, les Ferrari. Donc, ce courtier, il vend des luxes, des méga luxes. On est loin de la veuve Clicquot. Mais encore là, mais regarde les détails. Alors, prochaine fois que le courtier rencontre le vendeur, le client, il achète la Ferrari ou la Lambo, je ne sais pas trop, mais c'est la marque. Et pas l'auto. Non. Elle jouait. Elle a coûté combien? 50$? Oui. 20$? Puis il l'a personnalisé, le move, là, tu sais. Il l'a juste acheté, mais même pas personnalisé comme ce que tu viens de faire. En fait, c'est juste acheter le jouet. Et écoute, je n'ai pas pu acheter. C'est qu'est-ce qu'il dit. Je n'ai pas pu acheter la Ferrari. Je voulais vraiment te donner un cadeau. Je pensais à toi. Donc, d'autres fois, je suis passé dans un dev. J'ai vu. Il dit que c'était vraiment beau. Je pense que tu vas apprécier. Tiens, la Lambo que tu voulais. C'est l'intention. Tu sais, on dit c'est kitsch, mais c'est l'intention qui compte. Là est tout le meaning de la chose. Souvent, on attend de pouvoir faire le meilleur cadeau, la plus grosse chose, tu sais. Puis la bouteille de champagne, c'est conventionnel, mais je vais souvent dire aux gens, je dis justement, sois à l'écoute de ton client. À la base, après ça, c'est gagné, là, parce que tu vas savoir qui est. Moi, c'est comme quand je rencontre les gens, là, genre, à chaque évaluation, quand je rencontre les gens, je rentre, je mets ma valise sur le bord de l'entrée. Ils me disent, t'as oublié ta valise, j'en ai pas de besoin pour apprendre à vous connaître. Ah ouais. C'est pas un pitch, c'est comme simpliste, mais là, dit de différentes façons, mais c'est comme ça que je travaille. Ouais. Parce que de toute façon, je ne sais pas encore où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à vous connaître. Il y a des gens qui c'est business-wise. C'est comme tu rentres, tu t'assois backpack, c'est ça qu'on veut. Mais ces gens-là, c'est pas nécessairement ça la clientèle que je recherche. C'est sûr qu'il y a des collaborations. Je veux aspirer à avoir de plus grandes collaborations qui est plus corporate, mais reste basé toujours en honorant qui je suis puis qu'est-ce que je veux comme relation très humaine. Mais quand je rentre, je laisse ça de côté puis j'apprends à connaître les clients. Fait qu'après 30 minutes, on n'a pas parlé d'immobilier. Là. J'ai appris à connaître les clients. Même dans les plus hauts niveaux, les milliardaires où j'ai eu la chance d'avoir ce genre de conversation avec Ryan, c'est encore ce monde, ils cherchent l'authenticité. Ils sont des personnes à la fin de la journée. Ouais. Puis c'est encore plus difficile pour eux de faire confiance aux gens, que les gens care de cette façon. Donc, ils cherchent toujours, le mien a toujours besoin des choses qu'on a à la base, qui est nécessaire, tu vois. Donc, je pense peu importe où ce que tu es,
autant au niveau corpo qu'aujourd'hui, que où ce que tu es en ce moment. Je pense que c'est nécessaire. Et comment qu'un courtier peut, à travers ton expérience, à travers ce que tu as mis en place, comment que lui, il peut progresser? Écoute, la progression au niveau du courtage, là, il y a différentes sphères. Là. Mais mettons, rentrer un nouveau courtier, comme je disais tantôt, d'apprendre à se connaître soi-même, là, ses forces, ses faiblesses. Parce que si on sait avec quelle carte on joue soi-même, on sait à quel game on joue. T'sais. Puis par la suite, ben, c'est de connecter. On le dit souvent, puis on ne le dira jamais assez, c'est de connecter avec l'humain, que ce soit dans le relationnel pour créer des opportunités. Quand vient l'opportunité, après ça, connecter encore une fois. Mais connecter avec qui avec de l'opportunité? De créer le lead. Si on oublie tout ce qui est génération de leads virtuels et autres, là, si on parle peer-to-peer, c'est comme quelqu'un appelle ou quelqu'un te réfère, de créer, connecter avec les gens pour renforcer le lien, qu'on aille vers une rencontre, parce que c'est cette rencontre-là qui va tout définir le reste. C'est fait que de se concentrer comme nouveau courtier à créer des opportunités pour avoir des intentions de clients vers nous. Parce que c'est facile de générer des leads au final, là, en payant, des choses comme ça, c'est une chose. L'important, la clé, c'est l'intention du client. Pas nous qui veut les rencontrer qui est important. C'est qu'eux aient l'intention de te rencontrer. C'est là que tu as la fenêtre d'opportunité de closer une relation. Par la suite, quand tu es avec les gens, c'est pas compliqué. On vient de le dire. Les gens ont besoin de quoi? Sécurité, écoute. Fait que la première chose, là, quand tu rencontres quelqu'un, le sentiment de bien-être est dû à quoi? Mais le contact. Les yeux, l'écoute. Fait que c'est pour ça que je te dis, je laisse ma mallette sur le bord de la porte. Là. On laisse le côté business. Savez-vous combien votre maison vend, tout ça? On peut tout leur donner une valeur. Le marché parle de soi-même. Mais qui va les écouter, ces gens-là? C'est quoi le réel besoin? C'est-tu réellement de vendre leurs besoins? Fait que c'est de connecter avec les gens, d'apprendre qu'ils ressentent que tu es intéressé par eux. Puis ça, c'est pas compliqué, c'est de l'être réellement. C'est comment que les gens peuvent sentir qu'on est réellement intéressé? Ben, sois-le. C'est soit intéressé à ta clientèle. Après ça, c'est pas gagnant. On va leur dire, on ne prend pas pour acquis, là, qu'est-ce qui se passe. Là. Par contre, la suite va suivre. T'sais. Puis l'apprentissage, après, ça se fait sur le tas. Là. C'est un peu ça. Quand on disait d'être curieux, ben, c'est d'être curieux puis d'être ouvert à tout ce qui va se passer dans le courtage. Là. Il y a tellement de facteurs. Là. Des courtiers là, comme Georges Bardagy encore aujourd'hui ou des Sébastien Sperano, whatever, des gars d'expérience, puis plus que d'expérience, encore aujourd'hui, vont avoir des situations qu'ils n'auront jamais eues. Fait que c'est jamais acquis. Là. Si tu es au-dessus de ça, comme tu le dis, que si tu arrêtes d'être curieux de ce que la vie peut t'apporter professionnellement, ben tu arrêtes d'être sharp. Une des problèmes que je vois le plus, autant dans les nouveaux courtiers, si on prend l'exemple de la création de contenu, c'est qu'ils ont peur de commencer parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de contenu. Mais si on revient à la base de qu'est-ce qui est le plus important, c'est ta personne. Qu'est-ce que toi, tu peux partager? Par exemple, avec ton dynamisme, ton charisme, tu peux certainement prendre un sujet, puis dicter, en fait, lire le texte, mais ça dépend de comment tu le dis qui va donner une importance. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur simplement parce qu'ils cherchent l'expérience. Puis, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est que l'expérience, c'est quelque chose qui va venir, puis qui t'aura toujours, après 15, 20 ans, il y a des choses que tu ne sauras pas, que tu vas apprendre avec des vécus. Tandis que de sauter, de garrocher, puis faire confiance en toi-même et de juste te projeter, ça, c'est quelque chose que tu peux faire dès la première journée. Puis tu vois, là, il y a certains courtiers, stagiaires dans le courtage hypothécaire ou des étudiants qui font déjà la création de contenu, qui ne sont même pas dans l'immobilier. Puis je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment merveilleux. C'est accessible, c'est là. Ouais. C'est une tribune qui est gratuite. C'est là. Fait que les gens focusent que sur la qualité, sur la quantité. Moi, je dirais comme conseil à n'importe qui veut commencer, puis même, je me le redis à moi-même. Puis moi, c'est la façon, parce que ma vérité n'est pas nécessairement celle des autres, ma façon n'est pas nécessairement celle des autres. Il y en a qui vont focuser comme Steph, que tu as rencontré. Steph, c'est un gars qui fait du vote, qui en fait plusieurs. Il y a des podcasts bang bang. Il va faire de la création. Puis pour lui, l'important, c'est d'avoir une constance. Parce que c'est sa façon de faire, puis c'est tout à fait viable et respectable, puis ça fonctionne. Moi, j'ai opté de mon début, non pas à focuser sur la constance, parce que c'est pas ce que je pouvais pas contrôler, mais c'était pas
mon focus initialement. La constance, pour moi, est importante au niveau de la pertinence et la cohérence de qui je suis versus qu'est-ce que je donne comme deliver le message que je deliver. Tu me suis? Ça, c'est une autre façon de faire aussi. Parce que moi, je suis pas tant présent sur le web au niveau de constance de post, puis je veux l'améliorer, par contre. Sauf pour honorer naturellement qui j'étais dans mon authenticité, ce n'était pas nécessairement la volume que je voulais mettre en place, mais la cohérence de ce que je voulais véhiculer comme message. Et encore une fois, même si tu n'as pas nécessairement la constance que tu veux, si tu compares avec Steph, par exemple, mais par ta originalité, les peu de choses que tu as faites, je me rappelle. Ils ont le même impact au final, tu me suis? Je me rappelle. Puis une des plusieurs raisons pourquoi tu es ici, c'est grâce à ce que tu as accompli sur les réseaux sociaux en peu de temps, en courtage, parce que c'est différent. Il n'y avait pas nécessairement la constance, mais la qualité. La qualité est importante. Était hors du commun. C'est d'où l'importance des fois, les gens qui se bloquent, qui ont des pensées limitatives, disent « Ah, j'ai pas la constance. » Pas grave. Soyez juste, prenez 1 an pour sortir quelque chose, mais si cette chose que vous sortez, vous avez tellement... Soyez dans l'action. C'est soit dans l'action. Utilise tes forces. Utiliser ses forces, c'est pas nécessairement fermer les yeux sur ses faiblesses. Il faut être conscient de ses faiblesses pour les travailler puis s'élever. Par contre, pendant ce temps-là, utilise dans quoi tu es bon, puis montre-le, utilise-le. Fait que si tu crées de quoi, de qualité, ça va connecter avec les gens. Puis si la qualité est suffisamment, est assez bonne pour avoir, c'est l'impact que tu vas avoir, va générer autant pas de job, mais de reach que la constance d'un autre. Fait que c'est comme soit un numbers game ou un quality game. Pour moi, les deux sont importants, les deux sont viables. Fait que tu postes 1 vidéo par jour, c'est sûr que aujourd'hui, c'est comme il faudrait. Moi, je pose beaucoup plus souvent des vidéos. Mais pour moi, pour l'instant, de garder la même qualité et la même cohérence du message que je veux faire puis de ce que je veux véhiculer comme matériel, la constance, je ne suis pas prête à la mettre parce que de toute façon, je suis ailleurs. Fait que de toute façon, ça, c'est l'évolution de tous et chacun. Ouais. Mais comme je te dis, l'impact de la qualité que tu vas faire peut avoir le même résultat que quelqu'un qui a une certaine récurrence plus élevée. Fait que, tu sais, trouve ta voie, trouve ton pattern dans lequel tu tripes, tu t'amuses, puis ça va respirer, puis les gens vont le ressentir, puis ça va avoir un très bon impact. Tu te vois où dans 5 ans, Martin, avec la vitesse que tu avances? C'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce qui te rendrait accompli dans les 5 prochaines années? Moi, la vision que j'ai des 5 prochaines années, c'est de réussir à développer un groupe plus élevé en nombre de courtiers, tout en continuant à créer le contenu, en étant le courtier tatoué. Tu sais, je veux honorer l'emplacement que j'ai maintenant, puis m'élever en élevant les autres. Et non pas essayer d'aller trop vite. Puis la différence où ce que je veux aller, c'est de m'élever, puis intuitivement, inspirer les autres à s'élever. Je sais pas si tu me sais. Oui, je suis parfaitement. Puis habituellement, la prochaine question, je pose, puis ça fait du sens pour ceux qui ont 5-10 ans d'expérience. C'est-à-dire, si on devait reculer dans le temps. Ouais. Oui, ça fait pas 2 ans. Alors, mettons qu'on devait reculer dans le temps où Martin était toujours, par exemple, au secondaire. Au secondaire, t'es un jeune adulte, tu commences à comprendre le monde. Et tu devais aller voir le jeune Martin et dire « Martin, j'ai un petit conseil à toi, puis ça va t'aider. » Ça serait quoi le meilleur conseil que tu aurais? Le meilleur conseil que j'aurais pour le jeune Martin qui peut être applicable pour plusieurs personnes, malgré le fait que je me suis jamais tant comparé, on se compare tous. Puis lorsqu'on se compare, on se minimise. Puis encore aujourd'hui, à 36 ans, j'ai une tendance, c'est mon saboteur, moi, le plus présent, c'est me minimiser. Donc, je retournerais y dire que j'ai le droit de m'aimer, puis j'ai le droit de me trouver sharp. C'est pas de l'ego de se trouver bon, puis d'apprécier quelque chose qu'on fait, peu importe. C'était vu comme de l'ego à l'époque pour moi, de m'aimer. C'est comme me trouver sharp, puis de me trouver bon, puis de m'élever dans ce que j'aime faire. Fait que c'est ça. Je retournerais, fait que arrêter de me minimiser. C'est important de ne pas minimiser son potentiel, minimiser ses capacités, pardon. Fait que c'est le conseil que j'ai pour moi-même. Là,
si tu devais donner 3 conseils à un nouveau courtier ou à un courtier qui est déjà en pratique, c'est quoi les 3 meilleurs conseils que tu peux le donner pour qu'il peut prendre et appliquer tout de suite? On parle de, par exemple, tantôt, tu parlais de la valise, tu mets devant, puis c'est intéressant comment tu le mets de l'avant, tu vois, parce que ça donne, avec les clients, ça donne une certaine authenticité. Ouais. Tu n'as pas nécessairement besoin de parler de volume, tu n'as pas besoin nécessairement de parler des chiffres, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important. Ouais. Donc, des trucs que tu utilises dans la vie de tous les jours que tu peux partager avec les courtiers. Le premier, ça serait axé sur soi-même, là. C'est d'aller à la rencontre de soi-même. Puis ça, c'est une méga quête. Mais commencer par trouver quelqu'un, un coach, qui va réussir à nous confronter dans nos saboteurs, puis justement apprendre à connaître ses saboteurs. Avec des coachs, toi? Oui, j'en ai 3. Puis j'en ai eu 3 dans ma vie. Puis le dernier, mon coach, je le vois encore, qui est devenu un ami par le monde. Tu connais, tu l'as déjà interviewé, Marc Dumaine. By the way, au niveau du courtage, puis n'importe quel milieu de vie, si j'avais à filtrer tout courtier pour qu'il parte avec des bonnes bases, ça serait de consulter Marc. Ah oui, hein? Ouais, c'est un expert en potentiel humain, son titre, mais c'est surtout un être qui est capable de faire ressortir les qualités, les faiblesses, la noirceur. Passer avec Marc en coaching, c'est juste un plus pour n'importe qui est dans un milieu où l'ego est très présent. Fait que ça serait d'aller chercher un coach pour aller à la rencontre un peu de soi-même, parce qu'on est le véhicule numéro 1 de l'identité de notre profession. Fait que, puis on est notre pire ennemi en même temps. Fait que ce qu'on doit maîtriser, ben, c'est d'être bien, puis de s'aimer, puis de s'apprécier, puis de connaître ses capacités. Fait que le premier conseil, ça serait d'aller chercher du coaching. Le deuxième conseil, ça serait le milieu de la vente, c'est un milieu de communication puis de relations. Fait que travailler, tu en as parlé avec Andrew Tate, communication skills. Fait que le pouvoir des mots, le pouvoir du positivisme, la relation, tu vois, encore là, toutes les discussions. Lorsqu'on contrôle le flow d'une discussion, puis je parle pas en termes de temps dans une conversation, mais quand on contrôle une conversation au niveau de la gestion des attentes, les émotions et tout, les mots, le pouvoir des mots, tu l'as dit tantôt, à chaque fois qu'on se parle, tu me dis un mot c'est intuitivement positif, t'sais. Aussi parler de façon... Fait que l'art de la communication, ça, c'est un skill qui est aucunement contrôlé par la majorité des vendeurs. C'est pour ça qu'on a l'air juste des vendeurs. Mm-hmm. Et non pas des relationnistes. T'sais. Puis le troisième conseil, à n'importe qui va œuvrer dans un milieu où c'est très onéreux au niveau des coûts, tant que du revenu, c'est de se faire un bon plan budgétaire. Parce que c'est très facile de pouvoir l'échapper dans le courtage immobilier, parce que tu vas aller chercher, quand tu fais 50 000 par année, 75 000 ou peu importe, dans un 9 à 5, ben ton budget rentre, tu sais qu'est-ce qui part. Puis en courtage ou en hypothèque, tu sais, on peut avoir des revenus assez impressionnants, dépendamment où ce qu'on en est rendu, mais on peut l'échapper facilement. Fait que c'est de pas s'approprier, mais d'avoir une équipe autour de nous de professionnels qui sont là pour supporter une santé financière. Bien sûr. Et ceux qui, par exemple, toute ma carrière, encore aujourd'hui, je dirais que 90% de mes revenus, je le réinvestis dans ma business. Ouais. Et ça, vous pouvez le voir ça comme, que le gars, il fait pas assez d'argent, ou le gars, il investit tout dans la business, donc c'est où le Il y a le momentum, il y a le Nadal, tu sais. Et c'est comment il peut vivre. Comment il peut vivre, right? Mais chaque fois que tu le fais, ça double, ça triple, ça quadruple mes chiffres d'année en année. Donc, faites attention avec votre budget. Tant et si longtemps que vous investissez dans la business, ça va toujours être payant. Ouais, exact. Ça va toujours être payant, puisque la majorité ne voit pas de cette façon. Ils ne voient pas ce qui reste de côté, c'est ça. Mais ce qu'on réinvestit, ça en ramène plus, ça ramène davantage d'abondance. Mais oui, c'est sûr. Un bon livre que tu nous recommandes pour les courtiers? Le titre m'échappe, là, je m'excuse, mais c'est un livre francophone sur le mensonge. C'est comme... Le mensonge, genre? Oui, c'est ça. Ça parle, écoute, je pourrais le ressortir, je l'ai dans mes notes. C'est le premier livre, comme je te disais, qui est L'art subtil du mensonge ou quelque chose comme ça. Pas L'art subtil. Tu me diras, je vais le mettre dans la description. Je vais te revenir avec ça. C'est un livre, dans le fond, qui parle de comprendre
le mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est un peu la quête de l'authenticité aussi. Fait que ça parle de mensonge et d'authenticité. Comment un peu devenir authentique, ces choses-là. Donc, on passe notre vie à se mentir à soi-même, c'est un peu ça. C'est le déni, ces choses-là. Puis ça, c'est une des plus gros saboteurs de l'ensemble des humains. Là, que ce soit financier, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts tout de suite parce qu'il va dire si, parce qu'il a besoin d'argent, ou les comptes, que ce soit financier ou que ce soit l'amour, que ce soit l'amour propre. Veut pas, le mensonge est présent dans nos vies, puis c'est un gros saboteur. Fait que c'est d'apprendre à s'assurer que le mensonge soit sain, parce que veut pas, comme je te dis, ça fait partie de nos vies. Puis c'est la voie vers l'authenticité, c'est un peu ça. L'authenticité, c'est ça, c'est propre et authentique face à soi-même. Fait que si tu te mens, comment tu vas être authentique? Et si on devait te décrire avec une citation, ça serait quoi ta citation préférée? Mais, je ne sais pas si c'est pour me décrire, là, mais une citation que j'adore, qui pour moi représente très bien de rester humble et tout. J'adore la fameuse quote anglaise « Let the success speak for itself ». J'adore parce que la quête, quand une quête est noble, le reach de cette quête-là n'est pas nécessairement au niveau du revenu, mais la finalité est tout aussi rentable. Oui. Fait qu'on me demande souvent ça, c'est comme, pourquoi tu fais ces choses-là comme ça? Pourquoi tu mets beaucoup d'argent? Toi, tu réinvestis énormément dans le business, mais pourquoi? Le succès va venir, la finalité est enrichissante, t'inquiète-toi pas. Là. Mais le pathway, tu sais, le process, c'est ça qui est important. Fait que si tu trust le process puis toi, tu y crois sincèrement, le succès va finir par apparaître. T'sais. Fait que au lieu de montrer le succès tout le long de fait que les top one ici, les records de vente, name it, il y en a qui aiment le partager puis c'est propre à eux-mêmes, c'est correct. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Moi, j'aime bien laisser le succès parler lui-même. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Absolument. Et deux dernières questions avant qu'on termine. On finit par un jeu. Puis, c'est bon. Avant qu'on finisse par le jeu, j'aimerais savoir si tu venais à ma conférence. Bien, certainement. Écoute, faites pas comme moi. Moi, c'est une certitude que je suis à ta conférence, Serou. Puis, le quotidien va tellement vite, puis mon équipe s'agrandit. Je vous invite le 15 février prochain au Palais des Congrès à Montréal. Écoutez voir Ryan Serhant, Olivier Primo, Sugar Sammy. Fuck. Sugar Sammy, ouais. Il va y avoir... Qu'est-ce que tu train de dire, Sugar Sammy? Il va y avoir Sugar Sammy, puis une autre panoplie de personnes vraiment intéressantes. Mais allez chercher vos billets parce que moi-même, je les ai même pas bookés, mais c'est une certitude. Je vous le garantis parce que je te l'ai dit, Serou, j'amène tout mon monde. On va aller booker ça sur le site. C'est pas compliqué. Allez voir ça. Elevate, Instagram, Facebook, toutes les infos sont en ligne. Il n'y a pas de raison de ne pas aller chercher votre billet. Fait que faites comme moi, puis allez chercher ça tantôt. Martin, merci beaucoup. C'est plus que demandé. J'apprécie. Pourquoi tu es convaincu que ça va être une conférence que tu veux absolument pas manquer avec ton équipe? Surtout, tu vas amener toute ton équipe. Pour moi, c'est un no-brainer parce que tu as eu les couilles d'aller aux States faire quelque chose que personne d'autre avait fait ici au Québec. Aller reach out des gens qui viennent pas ici pour X raisons, peu importe c'est quelle raison, puis dire « Moi, je le fais. Moi, je veux que tu sois là. » C'est des personnes de Ryan Serhant. Je le suis depuis longtemps, avant même d'être courtier. Ah ouais? J'adore cet homme-là. Je trouve que c'est clair que j'ai de quoi apprendre de quelconque speech qu'il va faire ou juste sa présence me fait triper. Fait que ça va être positif pour ça. Olivier Primo, c'est un gars que j'apprécie énormément. Il a été sujet de controverse à multiples reprises. Peu importe ce qu'on dise de ce gars-là, il a créé ce que personne n'a créé au Québec, encore une fois. Puis il continue à être présent sur plein de plateformes. Il continue à créer, justement. C'est quelqu'un de passionné. J'adore. Puis, écoute, tout le reste du monde, j'ai hâte de voir Sugar Sammy venir nous roaster, justement parce qu'on est des clichés au niveau du courtage immobilier. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. C'est comme c'est un must. C'est du jamais vu. Puis moi, j'aime ce qui est... J'apprécie. C'est tout un travail de mettre ça en place. Félicitations. Quand c'est nouveau, on cherche. Quand c'est nouveau, c'est toujours un peu plus difficile, mais les gens sont convaincus. Chaque fois que je parle avec des mondes, les gens sont excités de venir. Là, ce qu'on manque, c'est la visibilité parce que c'est pas tous les Québécois qui sont au courant de l'événement. Donc, le fait que tu passes le message de cette façon, j'apprécie. Donc, c'est sûr qu'on va mettre ça partout, Martin. Puis, je ne vais pas manquer le screenshot, le book, des billets, on va partager. Écoutez, souvent, tu sais, dis-toi, Serou,
on pense que la visibilité n'est pas tout le temps là, mais les Québécois sont très last minute, hein, comme people. C'est on point. On est dans une période en plus où certains, on le sait, cette conférence-là est énorme. Ça amène des billets avec un coût supplémentaire. On dirait que les gens des fois, n'assument pas toujours la décision, mais l'intention a été créée. J'en entends énormément parler. Ah oui? Je suis persuadé. On a combien de personnes à date de booker? 300. 300. Je suis persuadé qu'on va être vraiment plus élevé que ça. Que ça va être incroyable parce que, comme je te dis, les gens attendent tout le temps à la dernière minute. Ouais. C'est comme quand j'avais 12 ans, je donnais mon devoir à la dernière seconde. On est toujours comme ça. Ah oui, bien sûr. Mais l'intention, c'est clair qu'elle T'entends parler dans la tête. Ben oui, on en entend parler énormément. Ah oui, amazing. Surtout avec Ryan Serhant là, au Québec. Les gens, ils sont comme pas sûrs, je pense, de comprendre encore qu'il s'en vient ici. Non, ça arrive. Ça arrive. Il a dit lui-même, là, il a dit devant la caméra quand je suis allé à New York pour le faire. Donc, ça, c'est incroyable comme expérience. Là. Man, ça a été toute une expérience. Il est tellement humble comme personne, tu vas l'adorer. La première fois que je l'ai vu, je lui pose la question, est-ce que c'est correct si on montre, si on fait la conférence l'entrevue, là. L'entrevue dans cette salle de conférence. Il me dit, you're the boss, I do whatever you want, boss. C'est comme ça qu'il me dit. C'est comme, go with the flow, gars. Amène-moi le micro où tu veux, let's go. C'est toi le boss. Puis c'est toi le boss. Ouais, c'est toi le boss. C'est bon, parce que veux pas, peu importe comment on peut réussir ici ou quoi que ce soit, Ryan Serhant, c'est un icône là, de exact. Puis le fait qu'il reste à terre, puis il fait sentir les autres aussi à son niveau, c'est quand même impressionnant. C'est quand même quelque chose de spécial de lui. Ouais. Et je suis tombé en amour avec lui tout de suite après. C'est très, très propice à ce qu'on vit actuellement dans le contexte où ce qu'on est au niveau de la croissance immobilière, c'est ce qu'on essaie d'amener notre milieu au niveau de l'authenticité, le côté humain. Il l'est, on le ressent, on sent pas que c'est un personnage à travers même ses shows télévisés. De quand je l'ai connu à ce que j'ai vu en entrevue avec toi, what you see is what you get, là, c'est comme the same guy. C'est très haut. Le fait qu'avec tout ce succès, il peut techniquement comporter d'une autre façon. T'sais, ici au Québec, il y a des gens qui ont un peu de succès, puis ils ont la tête enflée comme un ballon. Donc, des fois, ça prend une aiguille pour le dégonfler. Ouais. Non, c'est ça, on ressent vraiment que le gars est sharp, très haut. Merci, Martin. Dernier, pour finir ça en beauté, on fait un petit jeu. Je te donne des mots. Tu te dis, c'est la première chose qui te fait penser par la tête, OK? Parfait. Donc, on va commencer par ton mot préféré, authenticité. Couleur. Courtage, immobilier. Relationnel. Créativité. Plaisir. Maintenant, budget. Je sais pas pourquoi ce budget me vient par la tête. Mouton noir. Et pour finir, l'argent. Un seul mot? Tu peux faire une phrase. Véhicule de rêve. Là. On parle pas d'auto, là. On va dire. L'argent, pour moi, c'est pas le bonheur, mais c'est un super véhicule pour arriver à faire des choses exceptionnelles. Je t'ai menti. Une dernière chose. Bonheur. Santé, ma santé et la santé de mes proches. Merci beaucoup, Martin. Plaisir. Vraiment. Merci à toi. Différentes conversations, j'ai adoré. J'espère que les gens ont aimé. Guys, voici ce que Martin m'a offert. Ça, c'est quelque chose. Merci. Ça, tu peux l'ouvrir, mais... Non, moi, je ne l'ouvre pas. Là. Moi, c'est le garde à mon armoire. Tu vois, exactement, tu le gardes. Fait que les gens qui vont consommer une bouteille, là, qu'on leur offre au notaire, là, ils la boivent, ils la mettent tout après, tu penses. En récupération, ça s'en va dans le cellier. Ça va être sujet de conversation. Il y a un côté business aussi à ça. Ben oui. Ah, c'est quoi ça? C'est comment? C'est notre outil qui avait fait ça. Ben oui. Très sharp. Merci, Martin. Merci beaucoup à toi. Bon.